Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan culturel du mois de décembre 2023. Nous sommes désormais en janvier 2024. Je vous souhaite une très bonne année. J'espère que la fin de cette année 2023 s'est bien déroulée pour vous et que ce début d'année 2024 se passe tout aussi bien. En décembre, j'ai lu beaucoup de livres, donc je pense que ce bilan culture sera principalement centré autour de ça. Je m'en vais de ce pas vous parler de tout ce que j'ai lu puisqu'il y a une longue liste à venir. J'ai donc commencé le mois avec le dernier tome de 1Q84 de Murakami. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, j'en ai parlé dans mon top de mes meilleures lectures de l'année 2023, ainsi que dans plusieurs bilans qui revenaient sur cette saga. Dans ce livre, on va suivre deux personnages, Anohame et Tengo. Un jour, Anohame, qui est le personnage principal féminin, se retrouve dans une dimension parallèle. Il y a deux lunes dans cette dimension. Dans ce livre, on va principalement se concentrer autour d'histoires de sectes, une histoire d'amour. Il y aura beaucoup de secrets qui nous seront insérés de ci de là, et c'est une série que j'ai absolument adorée, donc je ne vais pas m'épancher davantage. Cependant, on retrouve toujours la plume de Murakami qui est empreinte de sexisme, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire un chapitre sans que la femme ne se questionne sur son corps et ne parle de sa poitrine. Passé cela, c'est tout de même un très bon livre que je vous conseille très grandement. À la suite, j'ai donc lu Les Insolents de Anne Scott, qui est le prix Renaudot de cette année. Dans ce livre, on va suivre principalement Alex, qui est une compositrice de musique de film et qui un jour décide de quitter Paris. Elle s'éloigne de ce fait de tout son entourage, tous ses amis qui sont eux aussi dans le milieu des arts. Et en parallèle, on va suivre le quotidien donc de ses amis qui résident toujours à Paris. Nous aurons donc Alex, Margot et Jacques qui ont des tempéraments tout à fait différents les uns des autres. Et à travers ces récits, on va découvrir la personnalité de chacun d'entre eux et à quel point ils peuvent être différents et se retrouver. On est très lancinant au niveau du rythme, à mon sens. Ça montre aussi la pesanteur qu'il y a entre le rythme de la ville, de l'urbain et cette Bretagne où elle se retire. Je crois que j'en attendais beaucoup. Après, il y a une question de résilience et d'acceptation de soi-même à travers ce paysage qu'elle découvre. C'est très visuel, enfin je me figurais vraiment les paysages qu'elle nous décryptait, notamment cette plage sur laquelle elle va se balader à un instant. On va aussi rencontrer un personnage qui sera très attiré par elle. Après, je trouve qu'il y a des passages très boomer, si je puis m'exprimer ainsi. Il y a un moment où l'un des personnages, qui est, il me semble, le chauffeur de taxi, laisse entendre que le seul rôle qu'ont les femmes, c'est de servir, sexuellement parlant, les hommes. Et qu'elles n'ont été créées que pour ça. Alors je pense que c'est sûrement pour décrier cette façon de penser, mais j'avoue que c'est un passage qui m'a un peu fait grincer des dents. Il y a aussi toute cette notion de déliquescence de l'ancienne génération qui est détrônée par cette nouvelle génération d'artistes qui arrive notamment grâce à l'essor des réseaux sociaux. Il y a un passage que je viens de retrouver, je vais vous le lire brièvement parce que ce n'est pas forcément ce qui m'intéresse de voir quelqu'un paraphraser par rapport à un extrait. Il n'y a que les jeunes artistes qui démarrent, qui sont motivés pour mettre en ligne un tas de choses, saisir tout ce qui peut ressembler à une opportunité. Les autres sont perdus, ou sur pause, ou se sentent comme des reliques. Avoir un compte sur un réseau social sans être beaucoup liké, c'est comme la cage de l'animal au fond du zoo devant laquelle personne ne s'arrête. C'est la même violence que de jouer devant une salle vide, excepté que ce n'est pas uniquement en tournée, c'est tous les jours, à chaque seconde. Comme vous pouvez vous en douter, ça va beaucoup faire le lien entre cette nouvelle et cette ancienne génération, comme je l'ai déjà dit. Mais ça va nous laisser un goût amer, du moins ça m'a laissé un goût amer. J'ai trouvé que c'était quand même très pessimiste par rapport à cette vision qu'on a entre plusieurs générations et ce que l'on peut ressentir à 40 ans. Alors, ça n'infirme pas les dires de Anne Scott, mais j'ai senti dans cette plume qu'il y avait de l'aigreur et j'avoue que ça m'a un petit peu énervée parce que j'avais l'impression de me confronter à quelqu'un qui pouvait pas avoir de dialogue. Je dis pas que c'est un mauvais livre, je dis juste que moi personnellement j'ai trouvé ça trop pessimiste et que ça m'a beaucoup fait penser à une génération qui n'accepte pas justement le changement
qu'elle cite. Ensuite, je vais vous parler de la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, qui est donc le nouveau tome de Hunger Games que j'ai écouté grâce à Nextory. Nextory, si vous ne connaissez pas, mais j'en doute, c'est une plateforme qui propose à la fois des e-books, des livres audio, de la presse et des bandes dessinées. C'est une plateforme que j'utilise très régulièrement, voire tous les jours, et ils sont partenaires de cette vidéo. Grâce à mon lien que vous trouverez en barre d'infos, vous pourrez bénéficier de 45 jours sur la plateforme et vous pourrez notamment écouter 15 heures de livres audio. Franchement, si vous écoutez un petit peu plus vite, comme ça peut être mon cas, vous pouvez facilement vous enchaîner 3 livres audio dans un mois et ça vous fait lire d'autant plus et découvrir de nouvelles histoires. Donc, dans la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, on découvre l'histoire du président Snow, qui est donc celui qui est plus ou moins le personnage antagoniste dans les Hunger Games, et on va découvrir ce pourquoi il est devenu si vil, si méchant dans cette trilogie qu'on a connue il y a quelques années. On va donc découvrir Coriolanus Snow, qui est donc âgé de 17 ou 18 ans et qui est dans un des districts les plus élevés. Il va beaucoup revenir sur la place de sa famille, mais aussi sur la construction des Hunger Games en eux-mêmes. On va découvrir de nouveaux personnages qui font aussi partie de ces bases dans l'univers de Suzanne Collins. Et on va voir que Coriolanus va être entraîné dans les jeux malgré lui, puisqu'il va être mentor de quelqu'un du dernier district et il va tomber peu à peu amoureux de Alice Grey, qui est donc le personnage qu'il doit protéger. Les 3/4, j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé la personne qui narrait le livre audio, puis sur la fin, j'ai trouvé que ça retombait comme un soufflet. La conclusion m'a pas emporté avec elle. J'ai trouvé que finalement, les personnages étaient moins profonds que ceux à quoi j'aurais pu songer ou ceux à quoi j'aurais pu m'attendre. Finalement, la conclusion a été plus ou moins déceptive. Ensuite, je ne vais pas beaucoup m'épancher puisque j'en ai parlé dans la vidéo de mes meilleures lectures de l'année, mais j'ai également écouté sur Nextory The Way I Used to Be de Humber Smith, qui est un phénomène BookTok où on va simplement rencontrer une jeune fille qui, au début du livre, est en 3e et qui, une nuit, se fait violer par le meilleur ami de son frère. Et on va voir sur tout le déroulé du livre à quel point ça va affecter ses relations, à quel point ça va affecter sa façon de se concevoir, la façon de se représenter et sa façon de se construire. Et c'est un livre qui est très très bon. C'est un personnage qui est pas unilatéral. Je sais que c'est une saga. Je suis très enthousiaste à l'idée de lire la suite, ou du moins de l'écouter. Ce serait pas forcément un livre sur lequel je me serais penchée en version papier, et j'ai eu une très belle découverte ici. Ensuite, je vous parle d'un livre YA qui n'est pas forcément mon genre de prédilection, mais il s'agit de Rita de Marie Pavlenko. Rita est une jeune fille qui a été dernièrement hospitalisée parce qu'elle a été rouée de coups. On ne sait pas pourquoi elle s'est fait agresser, et tout le livre, sous le prisme des interviews de chacun de ses amis, va revenir sur qui était Rita. C'est une enquête qui est très bien construite. Pour autant, je trouve que le format interview a beau nous donner une lecture plus simple, le rythme aurait été plus entraînant si ça avait été construit autrement, mais ça parle de sujets très importants, ça revient énormément sur les notions de précarité sociale, qui n'est pas un sujet qui est récurrent en littérature jeunesse. C'est très important de le souligner à mon sens. C'est bien de montrer ces réalités-là à des enfants. Et Marie Pavlenko a une très jolie plume au-delà de ça. Même si ce n'est pas votre genre de prédilection, je pense que vous pouvez en tirer quelque chose parce que ça révèle beaucoup d'éléments et de pressions que peuvent recevoir les adolescents en vue de leur classe sociale. Parce qu'on va retrouver des adolescents qui sont à la fois dans des milieux très aisés, mais aussi des personnes qui sont dans des milieux très précarisés et qui ont parfois du mal à se payer de la nourriture en fin de mois. Et c'est tout ce sur quoi revient ce livre, qui est à mon sens très important à montrer aux plus jeunes. Si ça vous intéresse, j'ai fait un vlog destiné à cette lecture il y a peu de temps. Si vous voulez en savoir plus, je vous laisse aller le regarder. Ensuite, j'ai lu La Perle de Steinbeck. Dans ce livre, on va suivre Kino, qui a un enfant qui se fait piquer par un scorpion. Accompagné de sa femme, ils vont essayer de le soigner, mais ils n'ont pas beaucoup de fonds. Kino va pêcher une perle très différente des perles qu'on peut pêcher habituellement. Cette susdite perle, il va essayer de la vendre afin de pouvoir régler les frais que demande le médecin qui soigne son enfant.
Cependant, il vit dans un milieu qui est quand même relativement fermé, ou du moins c'est comme ça que j'ai lu le livre. Et dans ce village où il réside et où il va tenter de vendre cette perle, personne ne va vouloir lui acheter puisqu'elle représente quelque chose de très malsain, de très étrange pour les habitants de la ville. Tout le monde va essayer de lui acheter à un prix dérisoire et lui sait qu'elle vaut bien plus que ça. C'est très dénonciateur de la nature humaine comme Steinbeck adore le faire. Maintenant, je l'ai lu il y a quelques semaines et j'avoue qu'il ne m'en reste pas grand chose. J'ai pas été plus que ça happée par la plume alors que j'avais adoré Des souris et des hommes. Ça montre quand même une population qui est relativement retirée, donc ça pouvait m'intéresser sur certains plans, mais ça n'a pas su capter toute mon intention. Il y a des fois où dans la lecture, mon esprit vagabondait ailleurs et je reste tout de même très sceptique. Ensuite, je vous parle d'un livre que j'ai pu lire en avant-première sur NetGalley. Il s'agit d'un livre qui va sortir chez Scrineo en janvier, qui s'appelle 17 mm. Dans ce livre, on va suivre une jeune fille qui a eu sa première fois en colo et qui, malheureusement, va tomber enceinte. Elle a donc 16 ou 17 ans. Et ce livre, sa particularité, c'est qu'il est écrit sous forme de prose poétique. On va voir comment cette fille va trimer pour pouvoir avorter malgré l'avis de plusieurs de ses proches. Ça va être très révélateur aussi de la place de l'avortement dans la société puisque la jeune fille à un instant va échanger avec sa grand-mère qui elle a vécu à une époque où l'avortement n'était pas bien vu, voire pas légal. C'était une très bonne lecture et la plume a adouci un petit peu la violence que sont ses vécus. En tout cas, c'est un récit que j'ai apprécié par la douceur de sa plume. Brièvement, je vais revenir sur les graphiques que j'ai pu lire pendant ce mois de décembre, mais j'ai fait un vlog qui était dédié, donc je vous invite à aller le regarder. J'ai donc lu le 6e tome de Orange, qui est donc la suite du manga où on suit Nao, qui est une jeune fille, qui reçoit une lettre de la Elle du futur, qui lui révèle que l'amour de sa vie va décéder d'ici peu de temps. Elle va donc essayer de le sauver au fur et à mesure des tomes. C'est un tome qui m'a réconcilié avec cette saga dont j'avais beaucoup moins aimé le tome 4 et 5. Ensuite, j'ai pu découvrir les tomes 1 et 2 du premier arc de La petite faiseuse de livres, qui est donc un récit où une jeune femme va se faire écraser par ses bibliothèques tant elle lit et elle se réveille dans le corps de cette petite fille qui s'appelle Maine et qui vit dans un monde où l'illettrisme est roi. Les livres ne sont réservés qu'à la noblesse. Et Maine va essayer, coûte que coûte, d'écrire des livres, trouver du papier, du papyrus, de le fabriquer elle-même, de graver sur des tablettes d'argile. C'est un univers absolument douillet où on se réconforte à chaque page. C'est un univers qui n'est pas encombré par trop de détails dans les cases, ce que j'ai apprécié. C'est très court, les mangas ça se lit très très rapidement. J'ai encore le 3e tome qui m'attend à côté de moi. C'est une histoire dont je me délecte et dont j'espère vous pourrez faire la découverte. Ensuite, j'ai lu un livre que Robert Laffont m'avait gentiment envoyé. Il s'agit donc d'un service presse et il s'agit du Secret des bonbons pamplemousse de Camille Monceau et Virginie Blanchet. Dans ce livre, on va découvrir une famille après la mort du grand-père. On va, par tous les prismes, découvrir comment ils vivent ce décès, comment ils vivent leur deuil, qu'il s'agisse de l'une des personnages principales qui s'appelle Mayumi, de la femme de la veuve, la vision du chat. On a tous les points de vue qui nous sont évoqués, qui nous sont montrés et à travers ce récit on va aussi découvrir la culture japonaise, tous les mets qui y sont partagés. On va voir la différence entre l'urbain et la campagne qui est pas du tout la même que celle qu'on a en Occident. J'ai aimé découvrir cette famille, ça m'a totalement emporté au Japon, donc ça a été une grande réussite, que ça soit par les dessins ou par le scénario. Le dernier graphique dont je vais parler, il s'agit de Céleste bien sûr Monsieur Proust, un livre de Chloé Cruchaudet, le premier tome, où on va revenir sur la vie de Céleste Albaret, qui était donc la dame de compagnie de Marcel Proust. Ici, on va voir à quel point Céleste Albaret a été une transclasse avant l'heure, si on peut en parler ainsi. C'est donc une femme qui était de basse extraction, qui ne faisait pas grand chose de sa vie, qui ne savait pas faire grand chose à vrai dire, et par son mari, elle va devenir la dame de compagnie de Marcel Proust. Elle va lui amener son thé, son café, elle va le suivre dans ses pérégrinations afin de pouvoir réaliser son écriture de la recherche du temps perdu. On va aussi revenir sur cette fameuse écriture qui a été semée d'embûches puisque Marcel Proust a été refusé
refusé par Gallimard. Mais ça, c'est une histoire que l'on sait normalement si on s'intéresse à Marcel Proust. Et on va voir à quel point ils ont créé ce lien indéfectible, à quel point c'était deux êtres qui étaient liés jusqu'à la mort. J'ai adoré le travail, que ça soit par les dessins ou par la plume, par l'histoire qui m'était contée. Et je serais enchantée de lire le second tome qui vient tout juste de paraître. Ensuite, j'ai lu un livre de Amélie Nothomb qui s'appelle Barbe Bleue. Amélie Nothomb va réécrire le mythe de Barbe Bleue. On va suivre une femme, une Belge, qui se rend à Paris afin de trouver un logement. Elle va donc se rendre à une visite et elle va être sélectionnée. Elle va payer un loyer dérisoire puisqu'elle habite dans le 12e arrondissement et qu'elle doit payer 500 € dans une colocation avec un homme très étrange. Cet homme très étrange, vous vous en doutez, c'est le personnage de Barbe Bleue, qui est un homme très fortuné. Cet homme, lorsqu'il la prend dans sa colocation, lui dit « Vous pouvez accéder à toutes les pièces, excepté la chambre noire dans laquelle je fais reposer mes photos. » On se doute de ce que c'est. Quoi qu'il en soit, ils vont commencer à créer un lien d'amour-haine. Ils vont se retrouver majoritairement au moment des repas et ils vont échanger sur la nourriture qu'ils mangent. Je sais pas ce qu'elle a eu Amélie Nothomb dans ce livre, mais elle nous a fait une fixette sur les omelettes et les œufs. Et le jaune. Parce que la couleur a une place prépondérante dans ce livre, mais je ne vais pas tout vous dire étant donné que c'est le fin mot de l'histoire. Comment en parler? 80% du livre m'a énervé, notamment par les personnages et pour la place que prenaient justement des intrigues peu importantes dans la révélation qui nous sera faite. J'ai lu de meilleurs Amélie Nothomb. Quoi qu'il en soit, c'est court, donc si vous l'avez chez vous, pourquoi pas, surtout que c'est écrit très gros. Ne me ferez pas l'affront de vous dire que vous pouvez vous l'acheter. Je peux clairement vous dire que ça sera pas une lecture qui me restera. Ensuite, j'ai lu le deuxième tome de la saga de Becky Chambers qui s'appelle Une prière pour les cimes timides. Déjà, j'adore ce titre. Et ça fait donc partie de la duologie Une histoire de moi des deux robots. En novembre, j'ai découvert le premier tome que j'avais tout bonnement adoré. Et celui-ci, c'est celui que je préfère entre les deux. On retrouve donc les personnages de Omphale et Frère Dex qui sont toujours sur cette quête. Ils vont découvrir des humains au fur et à mesure de leur route, ils vont se rapprocher encore et toujours. On va plus découvrir les âmes de chacun, si tant est qu'on puisse parler d'âmes quand il s'agit de robots, mais on va découvrir toute l'humanité de ces deux personnages et la fin nous laisse une morale absolument sublime sur la simplicité de la vie et le fait de se satisfaire de ce qu'on peut rencontrer. Sincèrement, je ne peux que vous encourager à lire cette SF positive. Je ne suis pas une adepte de SF, vraiment, c'est aux antipodes de ce que j'aime, mais là, elle m'a totalement conquise. Laissez-vous vous enchanter avec ces livres-ci que je ne peux vraiment que vous conseiller puisqu'ils sont également dans mon top de l'année 2023. Petite interlude, j'ai oublié de vous parler d'un livre qui m'a duré 24 jours tout de même. Il s'agit bien évidemment de Un cœur pour Noël de Sophie Jomain, dont je vous ai parlé plusieurs fois dans mes vlogmas. Je vous laisserai aller les regarder. Ce livre a été un phénomène en librairie vraisemblablement. Pour ma part, je n'y avais pas prêté grande attention. Puis il a été disponible sur Nextory. Je n'avais jamais lu de romance de Noël. Je me suis dit, pour rire, voyons voir ce que ça donne. Dans ce livre, on va suivre une jeune fille, dont j'ai perdu le nom, qui a eu des problèmes de santé. Elle a dû se faire opérer puisqu'elle avait un problème cardiaque, si je ne m'abuse. Arrive la période des fêtes, où cette dernière doit quitter Lyon pour se rendre chez son père qui habite dans les Alpes. Elle va retrouver ce décor tout enneigé dans une ville de son enfance. Elle va tomber amoureuse d'un garçon qui a beaucoup changé puisqu'elle le connaît depuis l'enfance étant donné que c'est le frère de sa meilleure amie. Je ne vais pas m'épancher puisque vous vous doutez tout de suite de la fin de cette histoire. C'est une romance de Noël. On n'attend pas quelque chose qui soit spécialement original. Ça se lisait bien, c'était relativement fluide dans la plume. J'ai levé beaucoup de fois les yeux au ciel parce que j'ai trouvé ça trop simple mais en même temps je m'attendais pas à quelque chose de grandiose. Je trouve que la manière dont étaient représentés les parents, très protecteurs voire englobants et toxiques, c'est un truc qui m'a un peu énervée. La chute, c'est-à-dire le point de rupture dans l'intrigue, ce qui crée justement la problématique, était quand même très lège-lège. Est-ce que je retenterai? Je ne pense pas. J'ai passé un bon moment et on s'en arrête là. Quoi qu'il en soit, je vous laisse avec la suite de ce bilan. Ensuite, je vous parle de Où vont les larmes quand elles sèchent de Baptiste Beaulieu, qui a été un livre qui m'a été envoyé par les éditions L'Iconoclaste que je remercie. Dans ce livre, on va suivre le personnage principal qui s'appelle Jean, qui est donc médecin généraliste, médecin de famille, et on va le découvrir à travers plusieurs de ses patients. C'est une histoire qui nous est relatée du point de vue de Jean. Il y a beaucoup de moments que j'ai appréciés, notamment pour ce qui m'était délivré avec tous les portraits qui nous sont donnés.
mais j'ai eu du mal à accrocher au personnage de Jean. J'avoue que l'écriture à certains instants m'a été trop brute. Après, ce qui nous est délivré, c'est quand même la réalité de ce que peuvent rencontrer les médecins. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il n'est pas manichéen. Baptiste Beaulieu, dans son écriture, nous parle aussi de la violence de ce que peuvent rencontrer les médecins dans diverses situations, qu'il s'agisse de médecins généralistes, d'urgentistes, puisque Jean est une personne qui a été bafouée par la vie, étant donné qu'il a vu un décès lors d'une de ses interventions. Donc ça nous révèle beaucoup de choses sur ce milieu médical. Par contre, je note, et ça c'est un petit peu con, il y a eu des coquilles à certains moments, c'est-à-dire des phrases qui étaient écrites en majuscules. Je suppose qu'il ne s'agit que de mon exemplaire. Tant pis, il y a beaucoup trop de langage parlé, ce qui m'a mise à distance, mais ça n'enlève pas la qualité si vous-même vous êtes intéressé par le milieu professionnel du médical. Je vous parle ensuite d'un autre livre qui va sortir lors de cette rentrée littéraire et qui m'a également été envoyé par les éditions L'Iconoclaste, qui s'appelle La langue des choses cachées de Cécile Coulon. Dans ce livre, on va découvrir le personnage principal qu'on va nommer le fils, qui doit se rendre au fond du puits. Le fond du puits, c'est un endroit entre deux collines où se rendait antérieurement sa mère, qui est désormais trop âgée pour s'y rendre et trop faible. Il va donc essayer de mener la même quête de sa mère sans réellement savoir ce pourquoi elle s'y rendait. Et il va découvrir plusieurs personnages qui ont un lien avec sa mère, mais nous ne l'apprendrons que 10-15 pages avant la fin. C'est un livre qui est empreint de poésie. Cécile Coulon est également poétesse et on le ressent énormément à la lecture. Pour autant, c'est un livre qui m'a laissé tout de même à distance, justement parce que la prose était trop lyrique à mon sens. Je reste en demi-teinte, mais j'ai adoré la plume et notamment la préface, le prologue, que je ne peux que vous encourager à lire en librairie si vous croisez ce livre qui sort très prochainement. À la suite de ça, j'ai écouté Martin Eden de Jack London. Je l'ai écouté sur Next Story. J'en ai fait toute une palabre dans mon top de 2023 puisqu'il s'agit, je vous spoil, si vous n'avez pas vu la vidéo, de mon top 1. C'est un livre que j'ai tout bonnement adoré et que je ne peux que vous encourager à lire. Je vous parle très brièvement de La femme gelée et je tournerai le reste de cette vidéo plus tard puisque ma caméra ne va pas tarder à s'éteindre. J'ai lu dernièrement La femme gelée de Annie Ernaux. C'est un livre où Annie Ernaux va nous montrer la charge mentale avant même que celle-ci n'ait été théorisée, puisque Annie Ernaux va revenir sur le portrait de sa mère notamment et des femmes qui l'ont entourée toute son enfance et qui ont mené leur vie à servir leur conjoint, leur famille, à s'occuper des enfants, à faire le ménage, ainsi de suite. Annie Ernaux nous délivre à la fois la réalité de ce qu'elle a pu rencontrer, mais également la place de la femme et la manière dont elle s'est construite autour de ça. Ça révèle beaucoup de petits détails du quotidien qui forment un tout et qui montrent à quel point la femme peut être oppressée sans que ça n'en ait l'air. C'est très enrichissant. Après, c'est pas le Annie Ernaux que j'ai préféré, mais si ce sont des sujets qui vous intéressent et que vous voulez le voir à travers un regard très personnel et très empreint de souvenirs, je ne peux que vous encourager à le lire. Je vous retrouve un peu plus tard le même jour. Désolée puisque le plan a encore changé étant donné que je n'avais plus de batterie comme je viens de le dire. C'est un tournage qui n'a ni queue ni tête, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Je passe donc au film, à la série et aux chaînes que j'ai découvertes ce mois-ci. Pendant le mois de décembre, je suis donc allée voir Rien à perdre, qui est le dernier film où joue Virginie Efira. Dans ce film, on va suivre Virginie Efira, qui est mère célibataire et qui a deux garçons. L'un est plutôt âgé, il est en terminale et se prépare à partir dans le supérieur. Et l'autre est beaucoup plus jeune et a aussi un trouble d'hyperactivité. Je ne sais pas si ça se nomme ainsi. Il se trouve qu'un jour, le grand est à sa répétition à l'orchestre et le petit décide de se faire des frites et il se brûle. Ce sur quoi on l'emmène à l'hôpital. Suite à ça, la police et les services sociaux de la protection de l'enfance arrivent. Ils vont mener leur enquête et ils vont retirer temporairement l'enfant de chez leur mère et ils vont l'envoyer en foyer. Et tout le film va se concentrer sur la lutte que mène la mère pour récupérer son fils. C'est un film plutôt appréciable, mais ça n'a pas révolutionné mes visionnages de l'année. Séries, j'en ai regardé plusieurs, la plupart ont été très bonnes au début et sont retombées comme des soufflets à la fin. Je les cite juste pour dire que je les ai regardées. Still Up, Everything Now, Mr. Five, quelque chose comme ça. La seule
que je veux vraiment vous évoquer, c'est donc l'adaptation de Lessons of Chemistry que j'ai lu en novembre et que j'ai beaucoup aimé, qui a été adaptée par Apple TV. Dans cette série, on retrouve le personnage d'Elisabeth Zott, qui est une femme dans les années 50, qui est chimiste initialement et qui se retrouve présentatrice d'émissions culinaires. Dans cette série, on va suivre une femme qui est engagée, qui a envie de porter la voix des femmes, de montrer l'émancipation qui est possible, qui est envisageable dans cette société. Elle va mener sa barque toute seule puisque son compagnon est décédé il y a quelque temps de ça. Elle élève sa fille et c'est également ce qui l'amène sur ce show télévisé. On va voir toute l'industrie de la télévision, notamment à l'époque, toute la vision de la femme totalement archaïque. On va aussi découvrir plus ou moins de la chimie, mais ça ne prend pas trop de place, même si on n'est pas du tout aguerri sur le sujet. C'est une série que j'ai vraiment appréciée. Au début, j'avais mes réticences étant donné qu'on revient beaucoup sur le passé d'Elisabeth Zott quand elle a commencé à devenir chimiste, quand elle faisait ses études et quand on l'a empêchée de mener ses recherches à bien. Au bout des 3 premiers épisodes, on entre vraiment dans le cœur du sujet et c'est cette partie-là qui m'a vraiment tenue en haleine. C'est bien filmé, ça révèle beaucoup de choses sur les États-Unis des années 50, sur la condition noire américaine et je ne peux que vous la conseiller. J'ai autant apprécié le bouquin que je n'ai aimé la série. Et enfin, je passe brièvement sur les podcasts que j'ai écouté pendant ce mois de décembre, mais ce sont les classiques, c'est-à-dire les podmas de Simple Caféine, de Dear Diary et dernièrement de Lola Nanas qui fait son podcast qui s'appelle Allo Lola. Ce sont des podcasts que j'ai écoutés durant tout le mois de décembre et que j'ai tous adorés. Pour ce qui est des créateurs, j'ai découvert plusieurs créateurs anglophones, notamment Lexi aka Nio Liovna. Je vous mettrai le nom ici parce que je n'arrive pas à le prononcer. Elle fait des vidéos YouTube où elle décortique les livres qui ont été des grands phénomènes sur BookTok, notamment. Et c'est une fille qui a beaucoup d'autodérision. Je trouve qu'elle amène très bien ses sujets, notamment parce qu'elle arrive à faire de bons liens entre les phénomènes qui sont créés sur le réseau social et ce qui se passe dans la réalité. Je vous conseille d'aller voir sa chaîne si vous avez envie de rire et d'entendre parler de livres. Ensuite, autre créatrice que j'ai adoré regarder ce mois-ci, il s'agit de Léora Eline, qui a également une boutique en ligne où elle fait des tote bags, où elle fait des stickers, mais elle parle de livres sur sa chaîne YouTube. J'adore l'ambiance qu'elle retranscrit dans ses vlogs, j'aime sa manière de parler des livres, de transmettre sa passion de la littérature, et je ne peux que vous la conseiller si vous aimez la littérature anglophone notamment. Et enfin, je vous parle de 2 créatrices françaises. La première, il s'agit de Snodza, qui a une chaîne YouTube où elle parle beaucoup de SFFF et même si c'est pas du tout mon genre de prédilection, je trouve qu'elle a une manière d'amener son sujet qui est extrêmement intéressante et très léchée au niveau de l'image. Elle a sorti une vidéo notamment où elle allait dans une tiny house et elle a fait tout un événement autour d'un livre qu'une maison d'édition lui avait envoyé et sa vidéo est absolument sublime. Elle est très courte mais elle est très enrichissante, très agréable à regarder. Franchement, je trouve qu'elle parle très bien de ce qu'elle découvre au niveau littéraire. On apprend à devenir une lectrice avec elle. Elle s'apprend à travers ses vidéos. C'est à la fois divertissant et intelligible, donc je ne peux que vous la conseiller. Et enfin, la dernière dont je vais vous parler, il s'agit de Bookin qui fait de très longues vidéos. Elle fait notamment beaucoup de vlogs où elle lit plusieurs livres, plusieurs mangas. Elle est passionnée de drama coréen, ce qui est pas du tout ma came, mais ça me fait plaisir de découvrir ce qu'elle lit, notamment parce qu'elle lit des livres que soit j'aurais pas lu de prime abord, soit qui pouvaient m'intéresser, mais dont j'étais pas sûre de passer le pas de l'achat. Elle épanche vraiment tous ses commentaires sur les livres qu'elle rencontre. Elle ne va pas se gêner pour dire si un livre ne lui a pas plu, s'il l'a mise mal à l'aise. Et je trouve qu'elle a un panel de lecture qui est assez diversifié. Donc si vous aussi c'est votre cas, je vous conseille d'aller regarder. Sur ce, j'en ai terminé avec cette vidéo qui aurait été bien chaotique puisque les plans ont changé de part et d'autre pendant toute l'après-midi. Cependant, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous laisse aimer, commenter, venir me rejoindre sur Instagram. Je tenais également à remercier les personnes qui nous ont rejoints depuis ce début 2024 et je remercie les personnes qui sont là depuis bien longtemps déjà. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt. Ciao!